Si vous prenez le schéma en haut à droite là, de ce bassin, vous prenez un compas et vous mettez la pointe du compas, on va dire un compas mousse sur la symphyse de votre patient, vous tirez un rayon de 8 cm et vous avez à peu près la zone de la douleur de la pubalgie. La pubalgie, c'est une douleur qui est centrée globalement sur la symphyse pubienne et qui irradie. Vous prenez 8 cm et vous tournez autour. Et globalement, vous avez la zone, le territoire d'irradiation de la pubalgie. C'est intéressant de savoir ça parce que en 83, il y a sûrement la thèse la plus intéressante qui est sortie sur le sujet. Elle a été faite par le docteur Brunet et qui a fait donc en 83, on parlait de syndrome Fourtou à l'époque, qui a fait un démembrement exact de la pubalgie. C'est celui que je reprendrai tout à l'heure. Ce qui évitera de... Aujourd'hui, on peut être un petit peu en bisbise avec les anglo-saxons et leur grown pain, en fait, qui veulent récupérer et remettre beaucoup de choses dans cette pathologie. Le démembrement de 83 et de Brunet sur la pubalgie est très intéressant, et je vous proposerai tout à l'heure. L'autre élément, c'est que la pubalgie, c'est vraiment une pathologie du sportif. Si vous avez un sujet qui présente des symptômes qui peuvent ressembler à une pubalgie, si votre sujet est sédentaire, on ne parlera pas de pubalgie, il faudra se méfier et aller chercher peut-être autre chose, pathologie tumorale, pathologie infectieuse ou autre chose. Là, un petit peu un historique, très rapidement. Elle a été décrite pour la première fois en 1932 chez un escrimeur par le docteur Spinelli, juste pour signifier quand même que la pubalgie n'est pas qu'une pathologie du footballeur, ça touche tous les sports. Et c'est une pathologie qui était à la mode dans les années 70 chez les footballeurs professionnels. Alors pourquoi cette période ? En fait, c'est la période où dans le football, la préparation physique a commencé à faire son apparition. Pas les préparateurs physiques, mais la préparation physique en général. La DTN a été créée en 70, l'INF Vichy en 72, et c'était une période où on était en retard par rapport aux Italiens, aux Espagnols. Il a fallu faire beaucoup de préparation physique. Mais qui dit augmentation des charges de travail et donc de la préparation athlétique, on n'avait pas encore toutes les clés à cette période-là pour prévenir les pathologies. Et en fait, c'est pendant ces années 70 que tout le monde a réfléchi à la solution. Et c'est comme ça qu'en 1980 est intervenu un chirurgien de renom. La chirurgie porte encore son nom aujourd'hui. Un ancien joueur de l'Étoile rouge de Belgrade. C'était encore une période où on pouvait faire du sport de haut niveau et puis être chirurgien ou pédiatre pour d'autres, comme Socrates au Brésil. Et il est arrivé en 80, il a appris la technique chirurgicale à 3 ou 4 chirurgiens français connus, Jäger, Wittwett, Humbert à Saint-Étienne. Et dans les années 80, beaucoup de footballeurs ont été opérés de la pubalgie. Il était à l'époque, les groupes les équipes de football, c'était 15, 16, 17 footballeurs dans l'effectif professionnel, c'était pas 25 ou 28 comme aujourd'hui. Et à l'époque, il n'était pas rare d'avoir 5, 6, 7 joueurs sur les 15, 16 ou 17 qui souffraient de pubalgie et donc qui se sont fait opérer. Et puis en même temps, le chirurgien est arrivé, Nezovic. On a repris sa technique chirurgicale qui a évolué. Gilles nous en parlera tout à l'heure. Et puis les médecins ont réfléchi au programme de prévention à développer. Et c'est comme ça qu'au congrès de la Fédé à Besançon, entre 82 et 83, le docteur Duret, qui était médecin du PSG, le docteur André Boeda, qui était médecin au FC Roy, qui était médecin de l'équipe de France olympique à l'époque, ont proposé un programme de prévention, déjà basé à l'époque sur le renforcement et le travail des adducteurs, le travail des abdominaux, gainage, la mobilité et la proprioception. Donc Guillaume nous fera le détail. Et les schémas sont les dessins, d'ailleurs, étaient du docteur Duret à l'époque, et font référence encore aujourd'hui. Alors très rapidement, les biomécaniques du bassin sont sous la dépendance de 2 grands groupes musculaires, les adducteurs et les abdominaux. Il faut une synergie d'action indispensable, on le verra tout à l'heure, j'énoncerai quelques gestes techniques et un équilibre des forces qui est indispensable, mais ça c'est la même chose pour tout. Entre les ischios et le quadri pour un genou, entre le psoas et la ceinture abdominale, entre la ceinture abdominale et les adducteurs, tout est affaire d'équilibre et de synergie d'action. Alors très rapidement, on ne va pas faire un cours d'anatomie. Vous avez les adducteurs au nombre de 5. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le long adducteur. C'est celui que vous avez sous le doigt et qui, à la main, là, au niveau du pubis, celui qui s'insère, qui est vraiment sous la peau. C'est ce tendon qui est le plus souvent concerné dans la pathologie des adducteurs. Alors ces adducteurs, ils sont quoi? Ils sont adducteurs de hanche, essentiellement. Mais ils sont surtout aussi, en plus, ils sont rotateurs externes, pour la plupart. Et ça, c'est intéressant. Je vous parlerai tout à l'heure du morphotype chez le footballeur. Quand vous avez une rétraction des adducteurs, votre membre inférieur se positionne en rotation externe. Donc 2 actions qui sont importantes et qui sont intéressantes à connaître. Et puis, le deuxième grand groupe, ce sont les abdominaux. Alors de la superficie à la profondeur, pour la paroi latérale,
Vous avez donc sur le côté le grand oblique en superficie, le petit oblique entre les deux, entre le grand oblique et donc le transverse qui est à la face profonde. Transverse est très important à connaître. Guillaume insistera beaucoup dessus tout à l'heure parce qu'en rééducation, c'est un élément qui est primordial à connaître et qu'on va travailler. Et puis le dernier groupe des abdominaux, ce sont les grands droits de l'abdomen, donc en ligne droite, depuis le sternum et les 5e, 6e côtes jusqu'à la partie supérieure du pubis. Alors les abdominaux sont rotateurs du tronc pour les obliques, en synergie droite-gauche, le grand oblique droit avec le petit oblique gauche et inversement. Ils sont fléchisseurs du tronc pour les droits de l'abdomen, en synergie avec les obliques. Donc tout le monde travaille dès là où vous faites une flexion du tronc, mais essentiellement les grands droits. Ils ont un rôle de compression de l'abdomen pour le transverse, donc ça c'est très important. Le rentrer le ventre, Guillaume nous en parlera, il est important dans la rééducation, il est important à bien maîtriser. Et on verra que chez les sportifs qui souffrent de pubalgie, sa stimulation est retardée. Et puis tous ces abdominaux vont s'opposer à l'action lordosante du psoas, en synergie avec les grands fessiers et les ischio-jambiers. On en parlera tout à l'heure, mais l'hyperlordose est un facteur de risque avec l'antéversion du bassin de la pubalgie, avec une augmentation des contraintes. Et donc le travail des abdominaux et entre autres le travail de ce transverse va être très important à mettre en place en rééducation. Et puis à côté de ça, il y a deux structures passives. Les abdominaux et les adducteurs, c'est de l'actif. Les deux structures passives, c'est le canal inguinal dans un premier temps. Gilles nous fera le détail tout à l'heure. Si vous avez un canal inguinal qui est ouvert, qui est déhissant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a que le chirurgien qui pourra vous le retendre. Vous pouvez faire une vie et vous pouvez faire une carrière de footballeur avec un canal ouvert, un canal déhissant, sans vous faire opérer. J'ai en tête comme ça un footballeur professionnel qui est encore en activité et qui a une belle hernie inguinale. Il en est au stade de la hernie inguinale et qui a fait toute sa carrière comme ça, sans être opéré de ce canal. Donc c'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce que vous avez un canal ouvert qu'il faut vous faire opérer. Vous avez le droit de faire d'avoir un traitement médical qui va suffire et qui va vous emmener jusqu'au bout de votre carrière. Donc chez l'homme, c'est le passage du cordon spermatique. C'est pour ça que vous avez un canal inguinal qui est ouvert. Chez la femme, il est quasiment fermé. Ou quasiment fermé, avec dessus l'insertion du ligament rond de l'utérus qui vient s'insérer à la face profonde. Donc Gilles vous redétaillera tout à l'heure toute l'anatomie du canal inguinal, mais ça va être un élément important de l'examen clinique. Et derrière, vous allez avoir une décision importante à prendre pour votre sportif, si jamais vous avez un canal inguinal ouvert. Et puis l'autre structure passive, qui elle subit les contraintes, c'est la symphyse pubienne. Donc c'est pas une structure très, très grande, hein. C'est 4 cm de haut à peu près. Vous avez un fibrocartilage de chaque côté, une petite fente au milieu qui, en cas de phénomène inflammatoire d'ostéoarthropathie pubienne microtraumatique, va accueillir un petit peu de liquide. Vous aurez éventuellement sur les IRM ce liquide. Et puis, donc cette symphyse pubienne, en fait, à chaque appui unipodal, appui bipodal, quand vous avez frappé dans un ballon, imaginez-vous que cette symphyse pubienne subit des contraintes mécaniques en traction, en compression, en cisaillement, et qu'elle est en permanence contrainte dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vraiment une toute petite articulation qui subit des contraintes mécaniques importantes et qui donc peut être la source de phénomènes inflammatoires. Alors pourquoi on parle de football et de pubalgie? Parce que c'est le sport le plus à risque. C'est le sport le plus touché. Dans les séries sur la pubalgie, moi j'ai fait ma thèse là-dessus il y a 30 ans, il y avait plus de la moitié des sportifs étaient des footballeurs. On a le droit de poser la question autrement. C'est-à-dire pourquoi la pubalgie survient-elle surtout chez le footballeur? Alors si on fait une caricature du footballeur, c'est un peu ça la caricature. C'est le génuvarum. Bon, le génuvarum, a priori, il n'a pas d'impact. Personne n'a dit que le génuvarum avait un impact ou pouvait être responsable mécaniquement de contraintes exagérées au niveau du pubis. Par contre, on verra tout à l'heure que cette caricature du footballeur, qui est l'antéversion exagérée du bassin et des l'hyperlordose, vous avez un joueur à droite, là, Albin Ebondo, qui est particulièrement lordosé. Ça, c'est pas une lubie. Le sportif de haut niveau, naturellement, est lordosé. Le footballeur l'est aussi. Vous avez un déficit de rotation interne souvent au niveau de la hanche chez les footballeurs, voire une rotation externe exagérée. Ça, c'est mécanique. Quand vous allez en antéversion du bassin, votre hanche met spontanément en rotation externe, donc ça va avec. L'insuffisance de la paroi de la ceinture abdominale de la paroi, on la retrouve au plus haut niveau, mais on la retrouve essentiellement sur les niveaux un petit peu inférieurs.
Dans les structures, dans les clubs de Ligue 1, Ligue 2, les sélections, il y a beaucoup de préparateurs physiques, de kinés. Les joueurs sont éduqués. Et aujourd'hui, on retrouve quand même beaucoup moins d'insuffisance de la paroi abdominale. Mais par contre, dès que vous descendez d'un étage, c'est complètement oublié ou peu fait. Et là, vous avez mécaniquement, chez ces joueurs amateurs, une insuffisance de la ceinture abdominale. Et puis, le footballeur est connu pour être très raide, que ce soit au niveau du droit fémoral, les ischio-jambiers, adducteurs, psoas et piriformes. Et ça va être un facteur de risque pour la transmission des contraintes, un facteur de risque pour la pubalgie. Alors, quelques études qui sont vieilles, les travaux d'Elmas, on voit qu'elle est vieille parce que le schéma à droite, il est particulièrement vieux. Il doit avoir au moins 40 ans, peut-être 50 ans. Le type dynamique sportif est représenté par un sujet hyperlordotique avec une bascule antérieure du bassin et une horizontalisation du sacrum. Ça, mécaniquement, quand vous cherchez la puissance, votre bassin, votre rachis lombaire va se mettre dans cette position. Mon ancien patron et père spirituel, Pierre Roche-Congar, qui était médecin d'équipe de France dans les années 90 avec Michel Platini comme sélectionneur, avait mené beaucoup d'études sur le pubis. Et entre autres, il avait mesuré les contraintes de pression au niveau de la symphyse pubienne en fonction de l'antéversion du bassin et de la lordose lombaire. Et en fait, vous voyez cet angle bêta qui est ici à droite. Eh bien, une élévation de 20 degrés de cet angle bêta, il a des contraintes mécaniques de 50% au niveau de la symphyse. Donc ça, mécaniquement, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête en permanence, c'est-à-dire que l'hyperlordose et l'antéversion du bassin augmentent les contraintes mécaniques au niveau de cette symphyse pubienne. Ça, c'est un dossier radio qui date de 2 mois chez un footballeur que j'ai vu donc, pour une pubalgie et qui m'a fait une très belle démonstration sur le radio que je lui ai demandé, du syndrome spondylopubien de Zwinen. Zwinen, c'est un flamand qui a sorti en 90, autour des années 90, mais il y a un papier de 90, qui a décrit le syndrome spondylopubien. Donc, c'est l'association d'une pubalgie, d'une ostéoarthropathie pubienne que l'on voit bien à droite. Là, vous voyez, le pubis est grignoté avec une condensation des berges, et puis l'association à gauche d'un spondylolisthésis de L5 sur S1. Donc ce syndrome a été décrit, ce n'est pas la majorité des cas, hein, tous les sujets qui ont une souffrance de la symphyse pubienne n'ont pas un spondylolisthésis, mais en l'occurrence, on le retrouve de temps en temps. Donc hyperlordose et ce risque. Une autre étude pour parler du transverse, donc Guillaume en parlera évidemment tout à l'heure, parce que c'est une des clés de la rééducation, ce sont les travaux de Cowan. Donc rapidement sur une étude avec d'électromyographie de surface sur les obliques, les transverses et les droits de l'abdomen. En fait, chez les sujets qui souffrent de pubalgie, le transverse est activé avec retardement. Donc ça, c'est un élément, ça a été montré sur cette étude, c'est un élément qu'on doit avoir en tête et qui va orienter votre rééducation quand vous allez les prendre en charge. Enfin, dernier élément, je crois, ou avant-dernier plutôt, c'est le rôle des adducteurs sur une étude chez les hockeyeurs. Donc on s'éloigne du footballeur dans le geste sportif, mais les hockeyeurs qui ont des abducteurs de hanches pour pousser, qui sont très développés, en oubliait peut-être le travail de renforcement musculaire. Et Tyler, en 2002, avait montré qu'en augmentant et en travaillant spécifiquement les adducteurs, vous diminuez les lésions des adducteurs, vous les coupiez par 5 au moins. Et donc ça, c'est un résultat qui est très intéressant et qui est important d'avoir en tête, parce que là aussi, ça va orienter votre rééducation, la prise en charge des adducteurs. À cela, vous rajoutez une dernière étude de 2004 et des travaux d'Arnason, qui retrouvent chez les sportifs atteints de pubalgie une masse grasse plus élevée. J'ai en tête un patient que j'ai vu cette semaine encore, que je suis depuis 4 mois. Il ne s'en sort absolument pas de sa pubalgie, dans une forme articulaire. Et en fait, ça fait 4 mois, je lui demande de perdre 10 kilos. Des canaux fermés, des adducteurs qui sont douloureux à la contraction, une inflammation au niveau de la symphyse. La masse grasse fait partie des éléments que vous devez prendre en charge. Vous devez absolument insister auprès de votre sportif pour qu'il aille dans le sens d'une meilleure prise en charge athlétique, un contexte diététique qui doit être adapté, et donc il doit perdre quelques kilos. Moindre souplesse des adducteurs, antécédent de pubalgie. Alors la pubalgie, c'est une pathologie qui traîne, on le sait tous par excellence, alors plus ou moins bien prise en rééducation par le sportif. Le sportif régulièrement se plaint d'un adducteur, se prend en charge, en parle, il continue à jouer, il prend un anti-inflammatoire, il continue comme ça, il ne fait pas forcément ce qu'il faut au niveau de la prévention, au niveau abdominal,
au niveau des adducteurs ou autres, au niveau du transverse ou autre. Mais la pubalgie est une pathologie qui traîne et elle est récurrente. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti d'une pubalgie il y a 5 ans que vous ne ferez plus jamais de pubalgie. Et puis avec l'âge, vous avez une augmentation dans cette étude du facteur de risque. Le rôle du geste sportif, pourquoi plus le footballeur? Il n'y a pas un geste chez le footballeur qui soit pas mis en cause. Donc très rapidement, les appuis-blocages, on les a quasiment dans tous les sports. Les handballeurs en ce moment qui font le championnat du monde, ils passent leur temps à faire ça. Mais le rugbyman, le footballeur et beaucoup de sports sont heureusement là-dessus. Par contre, les frappes de balle, il n'y a quasiment que le footballeur et un petit peu le rugbyman qui va travailler, faire travailler son membre inférieur sur une frappe de balle avec un appui unipodal de l'autre côté, donc qui va être important en termes de contraintes. Les tacles, c'est quasiment propre au football. Et puis le jeu de tête, remise en touche également. Tous ces gestes sont contraignants au niveau de la symphyse pubienne, sur un travail mécanique au niveau de l'adducteur et des contraintes qui vont remonter jusqu'à la symphyse pubienne. Donc le football a quasiment tous les facteurs de risque que l'on peut imaginer pour faire une pubalgie. Alors au niveau épidémiologique, c'est une pathologie du footballeur, mais tous les sports sont concernés. Vous vous souvenez que la première description a été faite chez un escrimeur, mais tous les sports sont concernés. Un cycliste peut faire une pubalgie, un rugbyman, un handballeur peut faire une pubalgie sans problème. Et c'est une pathologie quasi exclusivement masculine. Si vous avez chez une femme des symptômes qui peuvent vous faire évoquer une pubalgie, posez-vous d'autres questions. C'est quasiment jamais un problème, le problème masculin. C'est-à-dire, c'est lié à quoi? C'est lié à la forme du bassin, c'est lié à un problème à une différence anatomique sur ce canal inguinal qui chez l'homme laisse passer le cordon spermatique, chez la femme ce canal inguinal est fermé. Une élasticité qui est différente. Il y a beaucoup moins d'hyperlordose chez la femme. Et vous avez une horizontalisation plus marquée de la symphyse pubienne chez la femme. Et donc vous avez donc globalement beaucoup moins de risque d'avoir une augmentation de ces contraintes mécaniques au niveau du pubis et de la symphyse pubienne et de la région pubienne. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous avez des symptômes de pubalgie chez une femme, vous avez plutôt intérêt à penser immédiatement à une fracture de fatigue. On est souvent chez cette coureuse à pied que j'ai vue il y a quelques mois, avec des symptômes qui tournaient autour du pubis. Et en fait, vous faites une scintille ou une IRM et vous avez la solution. Sur la thèse que j'avais faite il y a 30 ans maintenant, j'avais que 3 cas féminins sur 214. Et les 3, c'était des fractures de fatigue, pubis ou branche ilio- ou ischio-pubienne. Alors la pubalgie, ça c'est le démembrement de Brunet qu'on a vu tout à l'heure. Et dans mon esprit, ce n'est que ça. Je ne rejoins pas le Groenpen des anglo-saxons qui veulent inclure les pathologies psoas et d'autres pathologies. Pour moi, ce sont les 4 formes de pubalgie que je garde. La tendinopathie des grands droits, l'insuffisance pariétale, Gilles nous en parlera tout à l'heure, l'ostéoarthropathie pubienne microtraumatique et l'antésopathie des adducteurs. Alors la première, c'est la tendinopathie des grands droits. Personnellement, j'en ai rarement vu. Plutôt une pathologie du tennisman qui va, au cours du service et au cours du smash, qui va contraindre énormément ces grands droits. Chez le footballeur, j'en ai rarement vu, isolé. La deuxième, c'est l'insuffisance pariétale. Donc ça va être l'intérêt à l'examen clinique d'aller chercher et voir quelles sont les particularités de ce canal inguinal chez votre sujet. On va voir tout à l'heure comment on fait pour aller palper ce canal inguinal. L'ostéoarthropubienne microtraumatique, on l'a vu tout à l'heure, avec cet aspect ici grignoté, condensé du pubis, et donc avec toutes ces contraintes mécaniques qui vont être vraiment sur la symphyse pubienne. La particularité de cette forme, indépendamment de la douleur que vous avez au niveau de la symphyse pubienne, eh bien, c'est que vous avez une irradiation souvent qui est vers le périnée. Et donc ça va vous évoquer une souffrance de la symphyse. Et puis la dernière forme, c'est l'antésopathie des adducteurs, qui ne concerne quasi exclusivement que le tendon du long adducteur. On ne voit pas très bien ici, avec ici un petit phénomène inflammatoire juste à l'insertion du long adducteur, qui est une limite de la seconde fente sur cette image, et donc qui va
qui va nous orienter vers une forme basse. Alors, il faut savoir que vous avez en fait quasiment dans plus de la moitié des cas des formes qui sont associées, forme haute, la forme articulaire et la forme basse des adducteurs. Et en fait, vous avez souvent au moins dans 50% des cas en fait un testing qui va être positif autant sur la partie inguinale que la partie osseuse que sur les adducteurs. Et puis tout ça, ça fait partie des diagnostics différentiels. L'atteinte du psoas iliaque, par exemple, dans mon esprit, ne fait pas partie de la pubalgie. C'est très simple à déterminer sur l'examen clinique. Le conflit de hanche antéro-interne, là aussi, à l'examen clinique, vous allez différencier ce qui peut revenir à une pubalgie ou ce qui peut être d'un conflit de hanche. La fracture de fatigue du bassin, on l'a vu tout à l'heure sur l'imagerie que je vous ai proposée. Et puis le syndrome de Main, c'est le syndrome de la jonction dorso-lombaire, avec une irradiation depuis D12L1 sur le territoire du pubis. Donc voilà essentiellement les diagnostics auxquels il faut penser quand vous avez un sujet qui souffre d'une douleur de la région pubienne. Alors l'examen clinique, je suis à peu près dans les temps. L'examen clinique, comment je le mène? L'âge, le poids, l'IMC, la masse grasse sont toujours des éléments importants qu'il convient d'avoir. Il faut avoir ça en tête quand même à un moment ou à un autre. Il va falloir pouvoir dire à votre sujet éventuellement qu'il y aura quelques kilos à perdre si éventuellement il les a. Antécédents de chirurgie, de temps en temps vous avez des patients qui vous racontent des histoires inguinales. Quand je tousse, quand j'éternue, j'ai mal. Vous vous orientez et puis au cours de l'interrogatoire et au cours de son discours, il vous dit à 10 mois, 1 an et demi, j'ai été opéré d'une hernie inguinale. Et là, vous dites, s'il a été opéré, ce sont des chirurgies où il n'y a quasiment aucune récidive. Normalement, le canal est fermé. Il y aura peut-être une contrainte exagérée, mais par contre, il n'y aura rien à faire chirurgicalement dessus. Donc ça, c'est à noter. Soins dentaires, diététique générale, hydratation, ça fait partie de l'interrogatoire que vous faites initialement ou au cours de l'examen. Mais ça sera important aussi à voir. Et puis, il y a tous les signes fonctionnels qu'il faudra essayer de gérer. Le rythme de la douleur, l'intensité. Est-ce que la douleur, c'est uniquement est-ce que c'est le matin au réveil? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est uniquement en trottinant et puis après la douleur disparaît pendant l'entraînement? Est-ce que c'est à la fin de l'entraînement? Est-ce que c'est au cours des rapports sexuels? Est-ce que c'est quand je me relève d'une position assise avec des douleurs importantes? Donc le rythme et l'intensité sont importantes. La localisation, elle est primordiale pour savoir si oui ou non c'est une souffrance de l'adducteur, de la symphyse, ou plutôt une souffrance inguinale. Donc ça va être important. Et de la même façon pour le diagnostic différentiel. Les gestes en cause sont importants. Est-ce que c'est en courant simplement que j'ai mal? Ou est-ce que c'est en faisant une passe de l'intérieur du pied, en frappant dans le ballon, en faisant une tête? Tous les gestes en cause vont être importants à déterminer. Et puis un dernier élément qui va vous orienter éventuellement vers une pathologie inguinale, c'est une douleur déclenchée à la toux et l'éternuement, avec une douleur dans le territoire inguinal. Alors l'examen clinique, c'est un examen avec un bilan morphostatique initialement, un sujet devant vous. Vous allez voir au niveau de ses courbures lombaires comment il a été fabriqué. Est-ce qu'il y a une bascule du bassin? Vous prenez les repères que vous voulez au niveau de la crête iliaque, au niveau des épines iliaques postérieures. Vous regardez la mobilité des sacro-iliaques. Vous allez regarder le déroulé au niveau lombaire. Et si vous déclenchez des douleurs en extension, latéroflexion ou en flexion lombaire. Sur place, vous pouvez lui demander de courir sur place, de sauter à cloche-pied, de monter les genoux, de faire des talons-fesses, de voir si tout ça est validé ou pas. Vous avez des sportifs en fonction de l'intensité et du moment où ils sont dans leur pubalgie. S'ils ont des douleurs très intenses, ne serait-ce qu'en faisant un saut à cloche-pied devant vous dans la salle, ce n'est pas du tout la même chose que si la course se passe bien, s'il n'y a aucune douleur fonctionnelle à l'effort. Ensuite, il va s'allonger sur la table, vous allez faire un testing musculaire, donc vous allez tester tous les groupes musculaires, les adducteurs, le psoas, le droit fémoral, pour essayer de faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment une pubalgie ou est-ce qu'on est plutôt sur une pathologie autre, souffrance du psoas, lésion tendineuse du droit fémoral, lésion des rotateurs de hanche. Il y a des déchirures qui sont des pathologies chroniques comme ça chez le footballeur. Donc on fait une contraction contre résistance, un étirement, on va évaluer les raideurs, on va faire un testing articulaire au niveau des hanches, le rachis sacro-iliaque. Les hanches sont très importantes à examiner, savoir si les manœuvres de hanches allongées sur le dos, en flexion de hanche et rotation, est-ce qu'on reproduit des douleurs? Est-ce que l'examen est symétrique? Est-ce qu'il y a une limitation des amplitudes articulaires? Ça, c'est très important à noter. On va palper évidemment les adducteurs, à la recherche des points douloureux, donc la symphyse, le pubis,
l'insertion des adducteurs, le long adducteur à la partie inférieure du pubis. On va palper l'insertion des grands droits sur le pubis. Donc tous ces éléments, évidemment, vont être à prendre en compte. Et puis personnellement, moi je termine l'examen par l'examen des canaux inguinaux. Gilles nous dira tout à l'heure comment il les examine. Il y a eu une mode, il me semble, un temps, mais c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, où les médecins proposaient d'examiner les joueurs debout et d'aller palper le canal inguinal. Donc, comme vous le voyez sur cette image, avec le doigt coiffé du scrotum pour aller chercher en profondeur le canal inguinal. Bon, comme c'est un examen qui n'est pas très agréable forcément pour le patient, c'est toujours mieux de le faire, me semble-t-il, allongé. Et donc là, en fait, avec votre doigt, personnellement, c'est mon index qui est mon unité de mesure. Normalement, un canal inguinal, quand il est, on va dire, normal, il est fermé, c'est-à-dire que mon index, je ne peux pas le rentrer dans le canal inguinal. Ensuite, je vais les palper avec l'index les piliers du canal, le pilier interne et le pilier externe. Je vais apprécier la tonicité et puis la douleur que je reproduis éventuellement à la palpation. Et en dernier recours, c'est l'impulsivité. On va demander au patient de tousser. On va voir si vous avez un canal inguinal qui est un petit peu ouvert, si éventuellement vous avez une pression abdominale qui vient, abdominopelvienne qui vient sur votre doigt. Donc cet examen, il est simple à faire. Il finit mon examen clinique. Et le canal inguinal s'examine comme ça, pas par-dessus la peau. Alors au niveau des examens complémentaires, radio de face, rachis lombaire face profil, ça semble toujours très intéressant. Moi, je pense que c'est le minimum à faire et ça peut suffire dans un premier temps, on va dire. Alors chez l'enfant, j'ai pas de radio à vous opposer d'ostéochondrose, mais il existe des ostéochondroses au niveau du pubis qu'il est important de connaître si vous avez un doute. L'échographie, alors l'échographie est très intéressante pour les adducteurs. Par contre, pour le canal inguinal, personnellement, j'y vois pas un grand intérêt. Gilles dira peut-être le contraire tout à l'heure. Moi, je trouve que l'indication chirurgicale, c'est mon avis de médecin, se fait avec l'index et que ça suffit largement. Mais là encore, il peut y avoir plusieurs écoles. Mais personnellement, je ne demande pas d'échographie pour savoir si le canal inguinal est ouvert ou pas. Mon examen clinique me suffit pour le coup. Alors pourquoi? Pour voir les œdèmes du pubis. Alors le problème de l'œdème du pubis, c'est que chez le footballeur, par exemple, vous avez régulièrement et très souvent un œdème du pubis sans qu'il y ait de douleur. Donc c'est d'une banalité extrême. Mais ceci dit, dans le cas d'une pubalgie, si jamais votre IRM est normal et au moins il n'y a pas d'œdème au niveau du pubis, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de pubalgie, mais c'est un argument quand même pour vous dire que les contraintes mécaniques à ce niveau-là ne sont peut-être pas si importantes que ça. Les fractures de stress, c'est un très bon examen. L'anthésopathie pour les adducteurs, c'est un très très bon examen. Et à mon sens, c'est plutôt, c'est sans doute son plus grand intérêt. Et puis, on le dit quand même ouvertement, c'est en seconde intention. Alors, ça peut dépendre du niveau du joueur. Peut-être qu'en Ligue 1, en Ligue 2, chez les joueurs professionnels, vous avez envie d'aller plus rapidement sur des examens type IRM, mais on les garde en seconde intention. Donc, ce qu'on peut voir à l'IRM, c'est des œdèmes au niveau du pubis, avec là une ostéoarthropathie pubienne. Vous avez une géode à ce niveau-là que vous retrouvez sur les coupes frontales ici. Ça, c'est des images qu'on peut retrouver à l'IRM. Je vous ai montré tout à l'heure cette anthésopathie de l'adducteur qu'on voit pas bien avec l'éclairage, c'est dommage, mais vous avez ce petit trait ici, ce petit trait blanc, juste à l'insertion du long adducteur qui vous signe un phénomène inflammatoire. Et puis les examens complémentaires, j'ai mis le bilan podologique, c'est pas tout à fait un examen complémentaire, c'est plutôt une extension de l'examen clinique. Si vraiment vous avez le sentiment qu'il y a un trouble statique qui est marqué, ça peut être très intéressant de proposer d'avoir un bilan podologique complet et éventuellement de partir vers une correction par des semelles, si vraiment vous avez le sentiment que ça peut participer. Le panoramique dentaire, c'est vraiment un truc basique à demander. Et je crois que ça vaut le coup régulièrement de le demander, au moins pour signifier aux sportifs que vous avez devant vous que c'est très important de n'avoir aucun foyer infectieux au niveau de la bouche et de discuter de l'intérêt, enfin pas de l'intérêt, mais de la présence des dents de sagesse qu'on enlève régulièrement chez les sportifs de haut niveau parce que ce sont des sources de foyer très importants. Et puis je vous ai mis à la fin les NFS, CRP et uricémie. Là on est plus sur des histoires de chasse. Mais si jamais votre sportif a été infiltré peu de temps avant, ou s'il est plus âgé et qu'éventuellement il a des taux d'acide urique élevés, vous pouvez de temps en temps retrouver des anomalies qui vont vous orienter vers autre chose qu'une pubalgie du sportif.
Alors très rapidement, parce que là, maintenant, je vais bientôt céder la place. Juste le traitement chirurgical, c'est jamais en première intention. Maintenant, quand on voit un sujet qui souffre de pubalgie, quand vous lui faites raconter son histoire, il a peut-être déjà vu 2 kinés, 3 kinés, 2 médecins, il a déjà fait un traitement. Et si au fond de vous, vous avez le sentiment que ce canal inguinal est ouvert, déhissant, impulsif à la toux, douloureux, ça m'est arrivé une fois ou deux de dire, d'envoyer directement et rapidement le sportif chez Gilles pour qu'il l'opère rapidement. Ça n'a rien de choquant si vous avez cette conviction. Normalement, ça prend un traitement médical bien conduit pendant 3 mois. Alors, c'est ce qui traîne depuis longtemps. Et moi, c'est sur des pathologies qui sont aussi longues que ça. Quand vous avez une pathologie tendineuse au niveau de l'adducteur, vous avez une atteinte inflammatoire au niveau du pubis, vous n'allez pas régler le problème en 10 à 15 jours. C'est une pathologie qui va partir, vous allez partir sur la durée. Et ce qui me semble assez légitime, c'est sur cette première phase de rééducation, cicatrisation, c'est de proposer un repos complet aux sportifs de 3 à 6 semaines. Vous avez le droit de vous dire, tu te reposes 4 semaines, mais c'est un repos strict, repos sportif. L'idée, c'est d'éteindre le phénomène inflammatoire. On y associe un traitement anti-inflammatoire, 15 jours, 3 semaines. À l'époque, quand j'ai fait, il y a 30 ans, quand j'ai fait ma thèse, Pierre Roche-Congar proposait des traitements par indocide pendant 3 semaines à chacune des phases. J'ai le droit aujourd'hui de proposer du kétoprophène. L'idée, c'est de mettre au repos le sportif, de démarrer la kiné, comme Guillaume nous en parlera tout à l'heure, et de revoir votre sportif un mois après, et de voir si vraiment il y a une amélioration ou pas, si vous êtes dans le bon sens. Vous profitez de cette période pour faire éventuellement un bilan dentaire, pour lui parler de régime alimentaire, de diététique, et vous démarrez votre kiné passif comme Guillaume vous en fera tout à l'heure. Je dis kiné passif parce qu'il est hors de question dans mon esprit de faire la kiné active, comme on le verra tout à l'heure, type proprioception et renfort des adducteurs sous anti-inflammatoire. Ça n'a pas de cohérence médicale. L'ordonnance type que l'on peut proposer pour la prise en charge d'une pubalgie et pour le kiné, mais Guillaume va nous en parler tout à l'heure. Et puis, quand vous avez un sportif qui va revenir et qui n'a plus de douleur, vous avez un testing d'adducteur qui est nickel. Votre joueur allongé sur la table, il avait mal il y a un mois et il était incapable de serrer les genoux correctement quand vous l'examiniez. Là, aujourd'hui, il est capable de résister. Vous n'avez plus du tout la possibilité d'écarter les genoux. Le testing des abdominaux est négatif. Il est redevenu à un état proche de la normale. Eh bien, vous allez discuter un programme de réathlétisation que vous allez remettre progressivement en charge. Mais avant d'envisager la réathlétisation et un retour sur le terrain, il faut avoir en tête que l'examen clinique doit être normal. Si l'examen clinique n'est pas normal sur une table de soins avec encore des douleurs à la contraction des adducteurs, pas forcément la palpation, mais plutôt la contraction contre résistance, testing des abdos, palpation de la symphyse pubienne, c'est illusoire de penser que votre traitement va être suffisant. Donc, il faut savoir prolonger éventuellement ce traitement. Et puis, donc après, viendra le temps du retour sur le terrain. Un mot sur les infiltrations. Dans mon esprit, si on peut proposer quelque chose, c'est la cortisone dans la symphyse, dans le cadre des ostéoarthropathies pubiennes. Mais je vous ai mis attention au risque infectieux qui n'est pas neutre. Et puis, dans les anthésopathies, on peut proposer éventuellement une infiltration de cortisone. Mais quand on arrive à penser cortisone sur les pubalgies, c'est qu'on est quasiment à défaut d'être au bout de sa vie, on est au bout du raisonnement médical. Et là, on est à la limite de proposer des traitements qui seront délétères pour la suite. Donc, vraiment à discuter, à prendre avec des pincettes. Et puis autrement, le programme de prévention, ça c'est Greg qui nous en parlera tout à l'heure, qui va reprendre en fait tous les éléments du travail du programme de rééducation que vous allez mettre en place. Voilà, donc en conclusion, le diagnostic de pubalgie, je le trouve relativement simple. Le problème, c'est de savoir de quelle forme il s'agit. Et puis moi, la première question que je me pose quand j'ai fini d'examiner un joueur, c'est potentiellement est-ce qu'il peut être chirurgical ou pas. Et la première chose, c'est par rapport à mon examen du canal inguinal. Donc je l'informe, je lui dis vos canaux sont ouverts. On va tenter un traitement médical parce que c'est pas parce que les canaux sont ouverts, douloureux et sensibles qu'on va pas s'en sortir avec le traitement médical. Par contre, si les canaux sont strictement fermés, je peux même pas mettre un demi-index dedans avec des piliers qui sont toniques, je peux presque lui affirmer et indolore qu'il sera jamais opéré je lui affirme qu'il sera jamais opéré de cette région. L'essentiel pour moi, c'est la prise en charge en kiné. Donc Guillaume vous fera tout le détail tout à l'heure. C'est valable à tout moment de la prise en charge du sportif, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Après la chirurgie, vous aurez toujours le souci de travailler les mobilités, de renforcer le transverse, de travailler les adducteurs
en excentrique essentiellement, et travailler la proprioception et de tout associer. Et puis les examens complémentaires, seulement si ça change la décision thérapeutique,